Ayman al-Zawahiri, c'est un nom qui devrait vous dire quelque chose. Nous sommes le vrai front islamique contre le colonialisme. Ayman al-Zawahiri était parmi les gens qui ont assassiné Sadat. Et nous aurons la victoire de l'islam. Vous vous souvenez de l'attaque de 11 septembre? Je pense que cette image, vous la connaissez. Ayman al-Zawahiri est le numéro 2 de Ben Laden quand il est sorti de prison. Et le 11 septembre, c'est purement la tête pensante de Ben Laden qui l'a fait. Ben Laden avait les sous, mais c'est Ayman al-Zawahiri qui a tout programmé. Mais les gens n'en ont pas parlé. Et que c'est à travers les frères musulmans, avec l'extrémisme qui est né en Égypte, qu'il y a eu le 11 septembre. Donc on a parlé, c'est une attaque contre la démocratie, mais on n'a pas dit la vraie source de cette attaque. Le leader des 19 terroristes, Mohamed Atta, un Égyptien, doctorat en ingénierie d'Allemagne. Le père, il est avocat du Caire. Donc n'en parlons pas de la pauvreté seulement. Hein, c'est une idéologie. Il était convaincu qu'il faisait du bien. Et donc c'est lui qui a mené l'opération. Et vous vous souvenez, les 19 Saoudiens, mais Mohamed Atta a été... et puis il a écrit une lettre en disant qu'il fait du bien pour Allah. Tariq Ramadan est le petit-fils de Hassan el-Banna, double, triple, quadruple langage. On l'invite à Cambridge, on l'invite à être conseiller au Premier ministre britannique, on l'invite à faire des conférences sur les médias français. Et il est très habile parce qu'il vous parle avec le langage qui sonne à votre oreille occidentale, et la démocratie, le respect des femmes, etc. Mais lui, il avait un autre langage en arabe qui a été découvert par Caroline Forrest, qui a écrit un livre dessus parce qu'elle a suivi et elle a enregistré tout ce qu'il disait en arabe dans les mosquées, etc. Elle l'a traduit dans un livre, Mon frère Tarek. Ça vaut la peine de le lire. Et c'est un homme qui est très dangereux parce qu'il sait très bien convaincre les esprits occidentaux que on parle de l'islam tolérant, modéré, etc. Mais son but, c'est le califat. La charia, d'ailleurs, le premier débat, moi je l'ai vu à la télévision, c'était avec Sarkozy, il n'était pas encore président, et qui a dit qu'il faut un moratoire pour lapider les femmes. Alors Sarkozy disait, mais quoi, parce que vous parlez parce qu'il y a la possibilité de lapider la femme. Voilà. Alors là, il s'est retenu, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de temps en temps par erreur, le fin fond de ce qu'il pense. Alors, Moubarak a établi le couvre-feu. Il est resté sous couvre-feu pendant 30 ans, jusqu'à la fin. Et moi, je considère que la pire chose qu'il a faite pour l'Égypte, c'est qu'il a laissé les frères musulmans, il les a laissés dans la société. C'est-à-dire que lui, il a dit, laissez-moi tranquille, moi je suis sur ma chair, et puis ils se sont infiltrés dans toutes les institutions, les écoles, l'éducation, la justice, l'armée, la police, tous les domaines. Tous les domaines, ils étaient partout. Mais avec une méthodologie bien étudiée, une stratégie bien étudiée, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup d'humanitaire. Il aidait énormément les pauvres, ils ont fait des écoles, ils ont fait des hôpitaux. Et donc dès que l'occasion s'est présentée avec la révolution de 2011, Moubarak est parti, un conseil militaire qui a pris le pouvoir et qui a dit clairement, on ne comprend rien à la politique, nous on veut tenir le pays tout simplement pour que ça ne soit pas le chaos. Avec la bénédiction de l'administration américaine, eh bien, Morsi a pris le pouvoir. 30 juin 2012, il est devenu le président. Mais j'entends souvent le premier président élu démocratiquement. Alors là, la majorité des Égyptiens, ils sont furieux quand ils entendent ça, parce qu'ils savent très bien comment ça a été fait. Et moi, pendant plusieurs fois à la télévision, quand ils me posaient la question avant l'élection, je dis, mais vous vous attendez à quoi si on fait des élections parlementaires? Parce que normalement, après une révolution, on fait une constitution d'abord. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont dit « Dastur awalan », Constitution first, la constitution d'abord, pour qu'il y ait une constitution qui répond à leurs aspirations,
Parce que les jeunes qui ont fait la révolution au départ, c'était vraiment la justice sociale, la liberté d'expression, le discours religieux à enlever des mosquées, la cohabitation avec les chrétiens, c'était beau, c'était très beau. Et les musulmans et les chrétiens, avec le Coran et la Bible, main dans la main, les 18 premiers jours de la révolution à la place Tahrir. Révolution confisquée. Et je disais toujours, monsieur le maire doit se souvenir lors des conférences ici à Bourg-la-Reine, et quand à la télévision on me posait la question, mais voilà, c'est des élections parlementaires, c'est très bien. Je dis, mais qui gagnera les élections parlementaires? Il n'y a que les frères musulmans qui gagneront. 60 ans de parti unique. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de multiparti, il n'y a pas de démocratie. Donc les mieux organisés, ce sont les frères musulmans, ils vont le gagner et ils vont tout simplement poser le pourcentage. On gagnera de combien? 30, 40, 50. Finalement, le Parlement était à 70%, avec un Sénat à 80% de barbus. Voilà. Et ensuite, élection présidentielle. Fraude totale. Et là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais fraude totale. Il y a des Égyptiens ici, vous pouvez discuter avec eux à la sortie pour voir comment ça s'est fait. Et en fait, on dit aujourd'hui toujours que c'est Ahmed Shafi qui était le militaire qui avait gagné, mais que les frères musulmans avaient menacé, si ce n'est pas Morsi qui gagne et que vous annoncez que c'est Ahmed Shafi qui a gagné, on mettra le feu dans tout le pays. Et Ahmed Shafi a dit, il s'est un peu retiré, il a préféré qu'il n'y ait pas ce chaos. Alors bon, j'entends démocrate, premier président démocratiquement élu. D'ailleurs, c'est faux, parce que les Nasser, Sadat, Moubarak, ils étaient démocratiquement élus. Et donc, il n'était pas le premier Morsi. Morsi a pris le pouvoir le 30 juin 2012. Eh bien, 30 juin 2013, un an, jour pour jour. On avait fait d'ailleurs une conférence à Drancy le 29 juin, avec des Égyptiens qui étaient venus. Et au bout de 6 mois, j'ai rencontré des anciens frères musulmans. Il y a un que j'ai ramené au Parlement européen à Strasbourg et qui a raconté son témoignage. Je dis, écoute, tu racontes ton témoignage, c'est la meilleure chose de lui faire 36 000 discours. Son témoignage est le suivant. Les frères musulmans étaient les meilleures personnes du monde. Ils font beaucoup de boulot humanitaire. Pour faire les élections de Morsi, j'ai ramené toute ma famille, ma femme, mes filles, mes enfants, mes cousins. Vous votez pour Morsi et j'ai voté pour Morsi. 6 mois après, décembre 2012, quand Morsi a fait un décret qu'il appelait le décret constitutionnel, où il a pris tous les pouvoirs exécutifs, judiciaires, tous les pouvoirs étaient entre ses mains, et les gens ont tout compris. De toute façon, pendant 6 mois, les gens voyaient qu'il travaillait pour... Il a une expression qui disait « Ahli wa ashirti », ma famille et ma tribu. Le peuple égyptien n'est pas habitué à ça. Mais vous travaillez pour Ahli wa ashirti, pour votre famille et votre tribu, ou vous travaillez pour l'Égypte et pour tous les Égyptiens? Donc lui-même, il s'est fait dévoiler. Donc 6 mois après, le courant anti-Morsi, anti-frères musulmans s'est énormément renforcé. Et il y a eu un mouvement qui s'appelle Tamarud, la rébellion contre les frères musulmans, qui a abouti à quoi? Qui a abouti à ce que le 30 juin, ça se préparait quand même pendant des mois. Ils ont dit le 30 juin, on sortira dans les rues pour, comme on l'a fait avec Moubarak pour lui dire dégage, on le fera avec Morsi pour lui dire dégage. Ils l'ont fait. En janvier 2011, il y avait 3, 4, peut-être 5 millions entre Tahrir et les autres villes. Mais le 30 juin 2013, il y avait plus de 20 millions selon CNN. Donc ils l'ont compté par les avions dans toutes les villes d'Égypte. Et ils ont demandé à Morsi de partir. Il avait les oreilles sourdes ou je ne sais pas quoi, enfin il ne réagissait pas. Et donc ils ont fait appel à l'armée. Le peuple égyptien a fait l'appel à l'armée. Il n'y avait que 2 pouvoirs. Il n'y avait pas d'autres. Ou les frères musulmans, ou les militaires. La rue, le peuple égyptien, pendant les 6 mois qui ont précédé sa destitution, ils n'ont pas arrêté de faire des manifestations et ça n'aboutissait à rien. Les manifestations dans les rues, ils ne le voyaient pas. Donc, seule solution pour s'en sortir, c'était que El-Sisi, qui était nommé par lui comme ministre de la Défense, Monsieur Morsi, le 3 juillet, dehors. C'est exactement le même scénario.
pratiquement que le ministre de la Défense, Tantawi, qui a dit à Moubarak, il était donc ministre de la Défense, nommé par Moubarak, et puis il dit, Monsieur Moubarak, vous voyez ce qui se passe dehors, dans la rue, donc il faut que vous partiez. Sauf qu'en Occident, et encore aujourd'hui, on parle de la révolution de janvier 2011, mais on parle du coup militaire de juin 2013, ce que le peuple égyptien du tout ne l'appelle pas comme ça, il l'appelle notre deuxième révolution. La constitution a été faite en 2012 et il y avait des distributions, alors là c'était clair parce que c'était dans les télévisions, ils distribuaient de la viande, de l'huile, du riz, et attention, vous votez oui, parce que si vous votez oui, il y a un gros truc en vert, vous allez au paradis, vous votez pour Allah. Et à côté, un truc, une tache noire, si vous votez dans le noir, vous allez à l'enfer. Les pauvres gens, il y a quand même la moitié, 50% d'un alphabétisme en Égypte. Il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, donc quand il y a de la viande et de l'huile et du riz et puis des œuvres qualitatives, ben, automatiquement, c'est sorti à une constitution islamiste. Alors, les frères musulmans et les salafistes sont un grand risque. En Égypte, ils sont les risques pour les chrétiens coptes, ils sont les risques pour les femmes. Alors, le plus simple, c'est que j'ai 3 vidéos, 1 minute et 3 minutes, que je vais vous montrer. Je voudrais que vous voyez où on était arrivé, le discours et l'éducation que les cheikhs et les imams à cette époque-là, il y en a encore, cherchaient à mettre dans la tête des gens. النساء خط احمر النساء العرايا السافرات اللي رايحين عشان يغتصبوا يقول لك خط احمر ويتاجروا ويقولوا نمشي يا مرسي ونمشي الاخوان طبعا وعلى فكره 19 صليبيات 19 صليبيات. En français, puisque c'est marqué en anglais, il dit les femmes qui vont à la place Tahrir pour se manifester, on dit que c'est la ligne rouge. Ces femmes-là, elles sont des salibiyat, ça veut dire des croisés. Il n'a pas dit chrétiennes, hein, c'est croisés. والعشر روتري واليونز وارامل ما لهمش حد يعني يلمهم. 90% sont chrétiennes, et puis les 10%, ben, c'est des vieilles femmes, c'est des célibataires, il n'y a personne pour les contrôler. او يخافوا منه او يخدشوا. تلاقي المرأة كده بتتكلم زي الغول. مفيش لا حياء ولا أدب ولا خوف ولا حتى أنوثة. Les femmes qui parlent pas bien, elles manquent de féminité. يعني مارسي أنوثتك يا شيخة. يعني ده حط عليكي شرعا إنك تخليكي تكوني امرأة. لكن تلاقي المرأة من دول نكش شعرها كده وإيه زي شيطانة شياطين. Les femmes sont sataniques, hein, c'est des satans. اسمهم نساء. Et on les appelle femmes. تعلموا من نساء المسلمين. ما قيمة أن يكون عندك دابة مطلعة حبة عينك بتوديك مشوار ممكن تركبه في الميكروباص بربع جنيه تصرف عليها 100 جنيه ما تبيعها تخلص منها. حد يقدر يقول إنه لو باع السيارة دي يعيب عليه؟ يخص عليه إنه باعها؟ ده مش أصيل؟ ما هي دابة. حد يقدر يقول لواحد تعبان جدا جدا في شقته وشقة جيرانها سوق وهي قليلة المرافق وحالتها بالبلد لو باعها حد يقدر يقول له يا عيبة عليك؟ ازاي انت تبيع دارك؟ ده دي اللي انت اتولدت فيها وقعدت فيها وتربيت فيها وكيت وكيت لكنها لا تصلح الآن. لا تصلح الآن. لا جيران سوق لا راحة لي فيها. وكذلك المرأة. وكذلك المرأة. لو امرأة بهذا الخلق السيء ولا راحة معها البتة ما المانع أن تطلق؟ ما المانع أن تطلق؟ إحنا إخواننا نصارى. Bon, mesdames, vous avez compris. Alors, il faut battre sa femme.
Si vous ne savez pas pourquoi, il va vous le dire. تخيل يا دكتور ان المرأة الأوروبية في الوقت الحاضر بتنشد الرجل القوام. انا يعني هدي المشاهدين سريعا كده بعض احصائيات سريعه عن هذا الامر. اتفضل. 90% من نساء بريطانيا ما بيحبوش يتزوجوا من الرجل الضعيف اللي اول ما تحصل اول مشكله او اي مشكله يقعد يعيط يقول لك لا ده الراجل ده عامل شكل حريم، احنا عاوزين راجل. قضية الضرب دي شبهة خطيرة جدا. نعم. واحدة معانا مولانا. أقول إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة، عقوبة الضرب. كيف؟ كرمها بالضرب؟ اي والله. مش معقول. كيف؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تضرب الوجه الله ولا تقبح. شوف كرمها، إن ضربها لا يضربها على وجهها، حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها. عجيب. إذن هو يضرب للتأديب، وإذا ضرب لا يزيد عن 10، وإذا ضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يكسر سنا ولا يفقع عينا. أدب عند الضرب. إذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده إلى أعلى، بل يضربها بحذاء صدره. كل هذا تكريم للمرأة. هي تحتاج إلى تأديب، فكيف يؤدبها زوجها؟ بالوعظ، فإن لم ترتدع ولا تنزجر بالهجران، فإن لم تنزجر بالضرب، وجعل شروطا للضرب: لا تضرب الوجه ولا تقبح. وأنت تضرب لا تقبح، لا تسب ولا تشتم، يا ابنة كذا أنت كذا، لا، ممنوع هذا في الإسلام. يا مولانا تكريم لها. يضربها يضربها، نعم، بعصا. صحيح. قالوا إن ضربها يضربها ضربا غير مبرح لا يترك أثرا. يضربها بعصا قصيرة، وإذا ضربها لا يضربها على وجهها ولا على أماكن الرأس التي تؤذي، بل يضربها على بدنها ويفرق الضرب. كل هذا اختيار لإجراء العقوبة، لكن هذا لا يكون إلا عند استحالة الوسائل السابقة. كمان تكريم الإسلام للمرأة أنه لم يجز العقوبة بالضرب كما قال أهل العلم إلا في حالة واحدة: عند امتناعها عن فراشه. عند امتناعها عن فراشه. نعم، لأنه أين يذهب الرجل؟ هو يريدها وهي تمتنع عنه، فيأتيها بالوعظ، يأتيها بالتهديد. تاني يا مولانا الحتة دي مهمة. تاني دي أنا عاوز أسمعها منك تاني. اي نعم. يعني ما ينفعش واحد يضرب مراته عشان أكل، عشان شرب، عشان لا. أيوة. لا يكون إلا لأجل هذه المسألة التي لا يستغني عنها.